mais j'ai plein de copines mannequins qui n'ont rien à côté. Et franchement, c'est tout à leur honneur parce que j'imagine la pression que c'est aussi de ne pas du tout savoir si tu vas avoir une rentrée d'argent ou non. Et c'est vrai qu'on n'est pas accompagné à ce niveau-là. Et en fait, c'est très dur, même pour un investisseur, tu vois, ou même pour des personnes qui te donnent des conseils d'investissement, de se baser sur les revenus que tu as, alors qu'en fait, tout est très instable et tout est last minute. Bonjour Florence, Bonjour. merci de nous accorder du temps pour parler un petit peu de ton parcours, de ton expérience, de ce que tu as peut-être bien aimé dans toutes ces années et de ce qui t'a peut-être un peu freiné. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent le métier de mannequin mais qui finalement n'en connaissent pas les contours. L'idée c'est que tu nous répondes là-dessus et que tu nous donnes un petit peu ton point de vue et peut-être ton futur sur ton activité. Merci à toi de me recevoir. Et puis oui, je suis ravie d'être là avec toi et de pouvoir parler de tout ça. Allez, bah écoute, la première chose que on se pose tous quand on rencontre une mannequin, c'est quel est son quotidien? Est-ce que je suis en shooting tous les jours? Est-ce que je suis dans les plus beaux paysages du monde? Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu moins faciles à faire? Comment tu vis les choses aujourd'hui, à la fois dans ce qui est hyper agréable dans ton métier et peut-être les contraintes s'il y en a? Alors, je pense que la première contrainte du mannequinat, c'est le fait que rien n'est fait d'avance. Si tu veux, moi, mon emploi du temps, il diffère toutes les semaines, tous les jours. Je ne sais jamais trop me projeter le mois prochain. Tu vois, on a beaucoup de contrats de dernière minute, ça c'est un peu, faut être beaucoup disponible. C'est un peu le point noir du métier et en même temps, c'est ce qui fait aussi le fait que ce soit toujours très entraînant parce qu'on n'a aucune routine. Je dirais que les journées qui se ressemblent, c'est quand t'es pas booké et du coup t'essayes de vraiment prendre soin de toi, prendre soin de ta peau, faire du sport, voilà, vraiment t'entretenir. Et après, quand t'es booké, tu peux être booké sur des jobs. Moi, je sais que je fais un peu de tout, donc il y a à la fois, je peux faire du bijou, du prêt-à-porter, des campagnes un peu plus mode où on part à l'étranger. T'as aussi du sportswear, tu vois. J'ai fait la campagne pour les JO, par exemple. Tu vas avoir quoi? Tu vas avoir aussi les campagnes e-shop plutôt, où là ça va être sur fond blanc, donc c'est un peu plus répétitif. Tu vas avoir, moi je fais vraiment un peu de tout, j'ai fait de la beauté, donc la beauté ça va être tout ce qui concerne les produits cosmétiques, le maquillage, tu vas aussi avoir pour les cheveux. Donc voilà, il y a plein de choses différentes, tu as aussi du défilé que je fais un peu moins, mais qui est super sympa aussi à faire. Et donc tout ça c'est très stimulant. Mais c'est vrai que le booking, il arrive tellement, soit en dernière minute, soit prévu il y a longtemps, mais c'est très rare, que du coup, toutes les journées sont différentes et c'est vrai qu'il faut vraiment s'adapter. Je pense que la qualité numéro 1 d'un mannequin, c'est de pouvoir s'adapter D'être flexible. et d'être flexible, exactement. Et tu me disais la dernière fois, il y a plusieurs types de modèles finalement, Oui. Modèles commerciaux, modèles. Tout à fait. Tu peux nous. Alors oui, on développer a ça? le mannequinat commercial qui est plutôt lié en fait, les marques qui vont être un peu plus accessibles, qui vont du coup faire des campagnes qui sont un peu plus liées à la beauté commerciale. Donc c'est un peu compliqué à définir, mais Le terme est particulier. le terme est particulier, mais si tu veux, pour que les gens puissent comprendre un peu plus et s'imager la chose, le mannequinat commercial, ça va être avec des mannequins généralement qui représentent, entre grosses guillemets, la beauté, les critères de beauté actuels dans le pays, etc. Donc, par exemple, en France, on va beaucoup valoriser les femmes un peu méditerranéennes, qui ont un sourire qui soit... Voilà, on va valoriser par exemple le sourire. Le sourire, c'est quelque chose de commercial. Tu vois, c'est quelque chose qui fait vendre, mais c'est quelque chose d'accessible. À la différence de la mode plutôt côté luxe, où on va avoir des femmes qui sourient beaucoup moins, ça va être quelque chose d'inaccessible. Mais voilà, c'est deux catégories de mannequins. Souvent, l'accessibilité, on va avoir des mannequins qui sourient, qui sont avec des traits commerciaux. Je ne sais pas trop comment le définir, mais j'espère qu'ils ont compris. Et le mannequinat côté mode luxe, ça va être beaucoup de l'inaccessible avec des profils beaucoup plus atypiques. Ouais, le positionnement n'est pas le même, donc les profils sont différents et ce qu'on leur demande aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Tu as parlé de flexibilité. Je crois qu'en plus, toi, tu as une particularité, c'est que tu es en même temps kiné. Oui. Et justement, ton parcours de ta sortie d'école ou même peut-être pendant tes études jusqu'à aujourd'hui, comment tu es devenu mannequin? Quel est le pourcentage entre ton activité de kiné en termes de temps, j'entends, et le mannequinat? Je crois que tu as fait les Miss aussi. Oui, aussi. Raconte-nous un peu tout ça. Alors c'est vrai, je suis un peu hyperactive, on va pas se mentir. Là, je crois que ça se sent, surtout Ça se là. voit. Oui, ça se voit. Surtout avec mes multiples activités. C'est vrai que du coup, j'ai fait mes études de kiné directement après mon bac.
parce que voilà, ça me tenait à cœur d'être dans la santé. Moi, je voulais vraiment pouvoir aider les gens. Donc, c'était la meilleure chose à faire, c'était partir dans le cursus de médecine. Et après, j'ai su directement que je voulais aller en kiné. Ouais. Donc ça, c'était un peu voilà, ce que je voulais faire, qui était un peu plus tracé. Et le mannequinat s'est rajouté à ça parce que à l'âge de 16 ans, j'ai ma mère qui était conseillère bancaire, qui avait son directeur de banque. Le fils de son directeur de banque était mannequin. D'accord. Il était étudiant et mannequin. Et en fait, du coup, le directeur de ma mère commence à lui dire, bah écoute, peut-être que ta fille, ça pourrait l'intéresser. Moi, mon fils, il a de super expériences. En plus, il gagne un peu sa vie aussi à côté grâce au mannequinat. Donc, pourquoi pas? Et c'est vrai que quand ma mère m'en a parlé, moi, je me suis dit, bah, elle sait que je suis un peu ouverte à plein d'expériences et que j'aime bien toucher à tout. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter, j'ai rien à perdre. Donc, on a envoyé des photos de vacances à l'agent du mannequin. Voilà. Et des photos de vacances, tu vois, que mes parents avaient pris, enfin vraiment des trucs, quand tu les vois aujourd'hui, tu te dis, ok, comment il a réussi à me prendre avec ces photos-là, mais en fait, ça l'a directement intéressé. Il m'a rappelé, il m'a dit, écoute, moi j'ai envie de te signer à l'agence, donc viens, on fait des Polaroids. Donc Polaroid, c'est des photos sur fond blanc, photo fond blanc au naturel, pour du coup que les marques voient ton profil vraiment comme quand tu arrives en booking, tu es totalement naturel et on te maquille sur place. Et après, bah, il a commencé à me constituer un book. Et puis c'est parti de là, juste le deal avec mes parents qui n'y connaissaient rien, c'était tu fais ce que tu veux, mais par contre, tu as intérêt de travailler à côté et de faire tes études, ok. Et puis voilà, c'est parti de là, j'ai commencé à faire quelques photos pour mon book, quelques petites campagnes. Et puis après, j'ai tout arrêté parce que je suis partie en PACES pour mes études. Oui. Et puis dès que j'ai eu ma PACES, que je suis rentrée en école de kiné, je me dis ok, là, je peux sûrement concilier les deux. PACES, qui est la première année de médecine. Hein, voilà, ouais. Première année commune aux études de santé, donc première année de médecine. Et donc j'ai commencé à concilier les deux en école. J'ai fait ma première année de médecine plus les 4 années d'études. Et une fois que je suis sortie, donc c'était il y a 2 ans et demi maintenant, je me suis dit pourquoi pas inverser la tendance. C'est vrai qu'en école, j'étais bookée, mais j'avais tendance à prioriser les études. Et en fait, à force, je passais à côté de contrats qui étaient géniaux et que j'avais vraiment envie de faire. Je me suis dit, bon, là maintenant que j'ai mon diplôme, je peux faire un peu plus de mannequinat. Et puis la kiné, c'est vrai que j'en fais moins aujourd'hui. Je continue d'en faire pour garder la main parce que je trouve que c'est important et en plus, ça me plaît. Ouais. Mais c'est vrai que là, voilà, je profite de cette période. Le mannequinat, c'est pas éternel, malheureusement, je pense. Et donc, du coup, j'en profite et je me dis, quand j'aurai envie de reprendre mes études de kiné, enfin, la kiné avec, par exemple, des formations particulières, etc., je reprendrai un peu plus tard de manière plus importante. Et le passage par les Miss, parce que parfois on se dit, mais faire Miss, est-ce que c'est pas fermer ses portes à une carrière de mannequin? Ouais. Est-ce qu'au contraire, c'est peut-être les ouvrir? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup hésité avant de faire Miss France, mais en fait, on m'en parlait depuis longtemps. C'est vrai que mes amis, ma famille, même les gens que je rencontrais, etc., souvent on me disait allez, tente ta chance parce qu'il y a encore des critères aujourd'hui. Et c'est vrai, quand on a la chance de pouvoir y participer, on se dit pourquoi on passerait à côté de cette chance-là? Et moi, je me disais, le mannequinat aujourd'hui, j'étais frustrée quand j'étais en école de ne pas pouvoir faire tous les projets. Je me suis dit, si je fais les Miss, je le ferai après mes études de kiné. Comme ça, j'aurai déjà ça en moins. Ouais, bien sûr. Donc, ce que je disais à tout le monde, c'était ok, peut-être qu'un jour je participerai, mais ce sera après mes études, quoi qu'il arrive. Et en fait, une fois que la fin de mes études a pointé le bout de son nez, tout le monde est revenu vers moi et m'a dit Flo, maintenant, ça fait des années qu'on te dit allez, on va t'inscrire, c'est le moment, on t'inscrit. Donc, j'ai commencé comme ça. Et c'est vrai que j'ai toujours pensé que ça s'opposait au mannequinat parce que c'est ce qu'on te met dans la tête. Alors qu'en fait, c'est pas du tout opposé, c'est aussi toi ce que t'en fais. Tu vois, moi, quand j'ai participé au Miss, je me disais pas que c'était toute ma vie, que j'allais faire ça. Voilà, que ça allait être le but de ma vie. C'était vraiment une opportunité du plus. Et je me suis dit, ça peut t'ouvrir des portes comme t'enfermer, mais en fait, c'est aussi ce que t'en fais. Moi, je sais que voilà, j'ai terminé 7e dauphine de l'aventure. Ça a été une super aventure, j'ai rencontré des filles géniales, on se revoit encore aujourd'hui, on fait encore la fête ensemble, on part en vacances ensemble, etc. Ça a été génial sur le plan humain et sur le plan professionnel, c'est vrai qu'aujourd'hui, le plus que ça peut t'apporter, c'est les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, malgré tout, c'est important aussi dans le mannequinat. Donc en fait, quand tu fais le lien entre les deux, tu te dis, c'est possible, il ne faut pas s'enfermer dans une casquette de Miss en te disant, tu fais que des interviews Miss, etc. Non, moi je me suis dit, les Miss, ça a été une super aventure. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? C'est du mannequinat. Ok, je m'investis doublement dans le mannequinat. Et puis, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Tu vois. Mais j'aurais donné le meilleur de moi-même. Et j'ai toujours fonctionné de cette manière-là. D'accord.
Parce que si on prend un peu la chronologie, par opportunité, donc tu commences à produire des photos de mannequinat, en tout cas à les faire. Tu finis tes études parce que c'était ta vocation première et que tes parents t'aident à dire c'est ce qu'il faut faire peut-être. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il faut avoir. Tu fais les Miss, ça se passe plutôt bien. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu te dis, bon, j'adore la kiné, etc., mais stand-by, j'arrête, au moins pour quelques mois Bah, franchement, ça m'a pas vraiment traversé l'esprit. En fait, je fonctionne un peu à l'équilibre. Si tu veux, j'ai le sentiment que oui, dans le mannequinat, je me plais, dans la kiné, je me plais aussi, mais que si je fais que l'un ou que l'autre, il va me manquer quelque chose. Ouais. Et du coup, à aucun moment, je me suis dit, je vais totalement arrêter l'un ou l'autre, parce que c'était un équilibre pour moi d'avoir les deux. Et encore aujourd'hui, tu vois, je l'observe quand je fais que du mannequinat. J'ai ce côté scientifique, tu vois, qui me manque parce que dans le mannequinat, il y a plein de choses qui sont géniales. Enfin, tu crées des projets avec des personnes, tu rencontres plein de gens qui sont de milieux différents, qui sont tous passionnés et tu crées vraiment quelque chose sur l'instant. Ça va durer peut-être 1 jour, 2 jours, 4 jours max les tournages et va y avoir vraiment un résultat qui se forme avec toute une équipe. Je trouve ça hyper stimulant. Mais ce que tu fais en tant que kiné, tu vois, tu as une personne qui va rentrer dans ton cabinet qui se sent pas bien, tu vas tout faire pour que après, elle se sente beaucoup mieux et tu vas le faire à l'aide de tes connaissances, tu vas le faire à l'aide de tes mains, tu vas poser un diagnostic, tu vas poser des hypothèses, tu vas faire en sorte de répondre à ces hypothèses avec tout un schéma de rééducation. Et tout ça, en fait, c'est 2 choses que je ne pourrais pas retrouver soit dans le métier, enfin, tu vois, que je ne peux pas retrouver dans le métier de mannequin. Donc du coup, j'ai pas eu vraiment ce truc qui m'est passé en tête d'arrêter. Mais je me suis dit, je vais jauger sur peut-être là faire 85% de l'un, puis 15% de l'autre, puis un jour passer sur du 50-50. Tu vois, j'essaye de jauger plus le temps de travail que vraiment arrêter l'un ou l'autre. Oui, et puis toujours pareil, par l'opportunité, tant que ça fonctionne, la question se pose finalement un peu moins. Alors, il y a un adage, j'allais dire, en tout cas une pensée peut-être fausse. Dans le mannequinat, on se dit qu'il y a plein de tabous. Qu'il y a plein de revers de la médaille, j'allais dire, que les choses ne sont pas aussi belles, etc. Sans rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, est-ce que c'est des choses que tu as vues? Est-ce que c'est des choses que même sur des mannequins dites commerciales, puisque c'est ce qu'on évoquait comme terme, on voit aussi, est-ce que c'est des choses qu'on voit vraiment au quotidien? Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du milieu comme quelque chose d'un milieu de requins avec beaucoup de concurrence, etc. Alors, la concurrence, c'est vrai, il y en a, tu vois, surtout à Paris, il y a énormément de mannequins. On va pas se leurrer, mais dans tous les jobs, tu vois. Surtout dans les jobs qui, tu vois, comme les sportifs de haut niveau, etc., qui sont très sélectifs. Forcément, voilà. Forcément, tu vas être amené à avoir plus de concurrence et ça va créer aussi de la difficulté. Mais moi, ce que j'observe, c'est qu'au final, il y a quand même beaucoup de demandes. Et tant qu'il y a beaucoup de demandes, il y a quand même beaucoup de personnes qui peuvent faire ce métier. Et tout dépend de comment tu vas raisonner. Moi, je sais que je ne suis pas du tout à tirer dans les pattes des filles qui ont envie de faire les mêmes jobs que moi, etc. Il n'y a aucun problème. Je pense qu'on peut toutes fonctionner. Et je suis plus à donner mes jobs quand je ne peux pas y aller, à essayer de favoriser l'entraide, parce que c'est comme ça que... Tu vois, c'est comme ça au final qu'on avance et qu'on se sent bien. Parce que si on se tire toutes dans les pattes, au final... je pense que le métier, oui, il sera moins beau. Oui, bien sûr. Donc je pense que c'est une mentalité. Après, c'est vrai que dans le métier, il y a des avantages et des inconvénients. Pour moi, le plus gros inconvénient que j'ai au quotidien, c'est le fait de devoir toujours t'organiser à la dernière minute. Après, oui, il y a des agences, par exemple, avec lesquelles tu peux mieux t'entendre que d'autres. Là, je discutais avec une autre mannequin la dernière fois qui me disait que son agence, elle l'avait virée du jour au lendemain. Tu vois, c'est des trucs. Ouais. Il faut être flexible, à la fois c'est instable. C'est instable et puis... tu dépends aussi de l'agence. Ça, c'est vrai que c'est un lien qui est compliqué. C'est que moi, je me suis quand même toujours, je touche du bois, bien entendu, avec les agences avec lesquelles je travaillais. Merci. Mais c'est vrai que tu dépends d'eux, en fait. Parce que, si tu veux, pour t'expliquer un peu le process, tu as le client, donc la marque, qui va démarcher l'agence en disant, voilà, j'ai besoin de tel profil pour ma publicité, par exemple. Généralement, si tu veux, ils vont mettre des critères qui sont quand même assez gros pour qu'ils aient une grosse sélection de filles. Et donc après, ils vont envoyer ça à l'agence. L'agence va dire, j'ai telle fille, faites un choix dans les personnes. Ils vont faire une grosse sélection aussi. Nous, l'agence va nous envoyer un message en disant, ok, tu es dans la sélection du client. Est-ce que tu es dispo ce jour-là pour le tournage? Ça peut être des fois la semaine prochaine. Hein. Tu vois, c'est quand même des fois très last minute. Et donc après, toi, tu vas répondre à ce mail en disant, je suis dispo, je suis ok avec le tarif qui est proposé, oui ou non.
Et ensuite, ils revont vers le client. Le client dit, bon, ben moi, c'est telle personne que je veux. Et je mets souvent, ils mettent 2 filles en option, au cas où, si jamais il y a une fille qui est malade le jour J ou ce genre de choses. Et donc, le booking se fait comme ça. Donc, en fait, tout passe par l'agence. Et ça, c'est quand même très perturbant parce qu'il y a des filles qui vont s'entendre plus ou moins bien avec l'agent. Oui, bien sûr. Qui vont plus ou moins être placées. Tu vois, c'est quand même des choses qu'on peut observer encore aujourd'hui, malgré tout. Il y a même un peu de politique interne, finalement, même au sein de Voilà. l'agence. Et c'est vrai que les agences aujourd'hui, elles ont quand même beaucoup de profils. Donc, c'est dur qu'elles arrivent à faire vraiment vivre leurs mannequins, tu vois, à temps plein et à booker tous les mannequins de l'agence à temps plein. Il y a une forme de loi de Pareto, 80-20. Il y a souvent les 20% qui travaillent le plus et 80% qui attendent des jobs péniblement, j'imagine. Mais franchement, je sais pas. Dans beaucoup de jobs. Je sais même pas parce que tu vois, on n'est même pas en interne, nous, de l'agence. Toi, t'es juste entre guillemets un pion et puis on te place ou on te place pas. Mais en fait, ce qui est dur, c'est de ne pas te remettre en question à chaque fois que tu n'as pas un booking ou que tu n'as pas un casting. Ça, je le dis aux mannequins qui peuvent nous regarder ou aux jeunes mannequins qui se lancent, c'est pas parce que vous n'avez pas de casting, que vous n'obtenez pas votre job, que vous êtes nul ou que vous n'avez pas un bon profil. C'est juste qu'il faut prendre du recul avec ça, c'est normal. Il y a énormément de castings que je passe tous les jours et que j'ai pas, mais parce que voilà, on peut pas correspondre à tous les critères de tous les jobs. Ouais, si on résume un peu, en fait, ça ressemble à beaucoup d'autres métiers, avec de la concurrence, du choix, de la politique interne au sein des agences, etc. Il y a un sujet qui nous est propre. On gère depuis maintenant un peu plus d'1 an certaines mannequins, puisqu'on a créé Wealthy Art à vocation justement de cette gestion des artistes, des mannequins, etc. Et il y a un constat qu'on a fait dans les milieux qu'on traite aujourd'hui, c'est que les mannequins sont absolument pas accompagnés ou parfois très mal. Alors, toi, tu as fait des études de kiné, donc peut-être un peu plus ce background, on en avait parlé, mais comment tu observes ces choses-là? J'imagine que vous n'en parlez pas entre vous, mais nous, on a vraiment observé qu'elles ne sont pas du tout accompagnées. Les agences, effectivement, produisent les fonds, mais il y a la structure, il y a des façons d'être payé, on ne peut pas choisir les structures et les formats qu'on veut à chaque fois. Toi, ça s'est passé comment? Alors, moi, du coup, c'est vrai que j'ai le passé de kiné, donc du coup, j'ai peut-être un peu plus de renseignements là-dessus. En fait, ce qui est compliqué, et je le rejoins toujours, mais c'est vraiment l'instabilité. Et l'instabilité que je t'ai dit dans le temps, par exemple, tu sais jamais quand est-ce que tu vas être booké, du coup, tu sais jamais combien tu vas gagner en fait par mois. Et du coup, ça, c'est très dur parce qu'il y a des mois où tu peux te dire, le mois prochain, tu croises les doigts pour qu'on t'appelle, mais si on t'appelle pas, c'est compliqué. C'est vrai que tu vois, moi, le job de kiné que j'ai, c'est tout bête, mais il me rassure aussi sur ce point-là parce que je me dis, si imaginons je travaille pas en tant que mannequin, si je ne sais pas pourquoi ma carrière s'arrête du jour au lendemain, j'ai quand même ça de sûr et je sais que je peux travailler et je sais que j'aurai un revenu qui va rentrer. Et ça, c'est quand même très sécurisant, mais j'ai plein de copines mannequins qui n'ont rien à côté. Et franchement, c'est tout à leur honneur parce que j'imagine la pression que c'est aussi de ne pas du tout savoir si tu vas avoir une rentrée d'argent ou non. Et c'est vrai qu'on n'est pas accompagné à ce niveau-là. Et en fait, c'est très dur même pour un investisseur, tu vois, ou même pour des personnes qui te donnent des conseils d'investissement, de se baser sur les revenus que tu as alors qu'en fait, tout est très instable et tout est last minute, tu vois. Même pour les loyers, c'est très compliqué quand tu es mannequin de trouver un appartement à Paris et de pouvoir payer ton loyer comme il se doit et d'avoir quelqu'un qui te fait confiance, tu vois. Oui, bien sûr. Puis les sportifs sont dragués par beaucoup de gens, au sens professionnel évidemment, les médecins, etc. etc. Les mannequins, on en entend moins parler. Tu le dis, elles bougent très souvent. Donc je sais qu'au début, c'est compliqué parce que non, je suis booké, non. On a eu, et puis finalement, il faut adapter une stratégie, ce qu'on fait avec les sportifs, c'est-à-dire que tout peut s'arrêter demain. L'avantage que tu as l'air d'évoquer avec les mannequins, c'est que tu peux ne pas en faire 100% de ton temps, ce qui fait que tu peux avoir ta réserve sécuritaire derrière, ce que le sportif ne peut pas faire parce que effectivement, il est en contrat avec un club. Vous êtes finalement sous contrat et c'est peut-être une de mes dernières questions, c'est est-ce qu'on est toujours en exclusivité quand on est mannequin? Tu parles de plusieurs marques. Est-ce que c'est le Graal d'être en exclusivité ou est-ce que justement, toi, tu préfères être flexible? Tu vois comment les choses à ce niveau-là? Alors, il y a plusieurs choses en termes d'exclusivité dans le mannequinat. Tu vas avoir des agences qui te demandent l'exclusivité. Moi, sur ça, je fais quand même très attention. Et souvent, ce que je conseille aussi aux jeunes mannequins qui me demandent des conseils par rapport à l'exclusivité, justement, ça va être si tu sais et si l'agence qui te demande l'exclusivité est capable de te garantir un montant minimum par mois pour te faire vivre, vas-y. Si jamais tu signes une exclusivité mais que l'agence en question n'est pas capable de te faire vivre,
bah, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Donc du coup, aujourd'hui, la question que je dis aux jeunes et à tous les mannequins, etc., ça va être, peu importe l'exclusivité que tu signes, fais en sorte de pouvoir en vivre. Bien sûr. Donc il y a des mannequins, par exemple, qui vont signer une exclusivité avec une marque en particulier. Si la marque te signe en exclusivité et qu'elle te donne un gros cachet qui te permet toi de vivre et qui te paraît cohérent par rapport à ce qu'elle te demande. Ce qu'on appelle les égéries. Voilà, mais vas-y, à 1000%, enfin moi je serais la première à le faire. Par contre, pareil pour une agence, si elle te dit, bah voilà, moi je te signe dans le contrat comme quoi je te donne tant et que tu pourras minimum par mois et que tu pourras en vivre, vas-y fonce, tu vois. Mais si elle n'est pas capable de te donner ça, alors non, ne signe pas une exclusivité et moi je le ferai jamais dans ce cadre-là, ça c'est sûr. C'est intéressant et peut-être pour finir, si tu peux nous donner ton meilleur souvenir de booking et ton pire souvenir au niveau du job. Alors c'est intéressant, pire souvenir du coup, je commence par le pire et je finirai par le meilleur. Pire souvenir, ça va être un shooting où vraiment, en fait les conditions des mannequins, des fois on n'en parle pas, mais des fois c'est compliqué. Enfin, s'il y a bien un point noir aussi dans le job, c'est que en fait, il y a beaucoup de collections hiver qui se shootent en été et de collections été qui se shootent en hiver. Souvent c'est 6 mois de décalage. Bon, ça dépend pour quelle marque, t'as mais froid l'été et t'as chaud l'été et t'as froid l'hiver. Voilà, exactement. Et alors moi je pensais que j'aurais plus froid l'hiver que chaud l'été, mais j'ai shooté une campagne avec des doudounes il faisait 40 degrés. Je te jure que c'était très compliqué. On était sur des dunes de sable et en plein soleil et doudoune quoi. Enfin vraiment tu n'en peux plus. C'est-à-dire que toi tu commences à transpirer. T'as la maquilleuse qui fait tout pour t'éponger, etc. Ça, mais c'est la cata. Et ouais non, ce shoot là j'avoue que c'était compliqué. Et le shoot dans le froid à la limite tu peux te réchauffer, tu vois, tu peux bouger un peu, mettre un plaid à chaque fois, ça va. Mais les shoots quand il fait très chaud c'est très compliqué, j'avoue. Et le meilleur? Et le meilleur... Ou l'un des meilleurs, parce que ouais, l'un des meilleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui sont bien. Je dirais... l'un des meilleurs... Attends, je réfléchis quand même. Il y en a eu plusieurs, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Je dirais... Attends. Ok, je dirais quand on est parti à Tenerife. D'accord. C'était avec une marque de sportswear, on est parti à Tenerife, c'était trop bien parce que du coup on a pu aussi découvrir un peu l'île et c'était la première fois que j'y allais. Et puis on était avec un gros groupe de mannequins avec qui je m'entendais super bien et du coup ça rendait aussi le voyage super sympa. Et c'est vrai que partir à l'étranger avec des boîtes de prod c'est toujours hyper agréable donc ça j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un métier qui permet aussi d'avoir de voyager, etc. Ouais, ça c'est vraiment le côté très positif du métier, j'avoue. Bon, mais je pense qu'on a un peu tout appréhendé, en tout cas un peu tout évoqué. Merci encore pour ton temps et à très bientôt. À bientôt.